Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les francs-maçons résistants de tout temps à l'hydre haineuse de l'extrême droite, fidèles aux idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, se lèvent, déterminés à prendre part dans la reconstruction d'un espoir républicain pour tous. C'est signé de cinq signatures, notamment du Grand Orient de France et d'autres obédiences. On va en parler, mais surtout hier, c'est très rare, un certain nombre de francs-maçons se sont réunis pour manifester publiquement en mettant en garde par rapport aux élections du 30 juin et du 7 juillet. De quoi s'agit-il? De quoi la franc-maçonnerie est-elle le nom? On va en parler avec Michel Maffezoli. À tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Oui, chez les francs-maçons, la fraternité joue un rôle extrêmement important, bien sûr. D'ailleurs, ils s'appellent les frères. Alors justement, que se passe-t-il aujourd'hui, donc, face aux échéances électorales, réunis au siège du Grand Orient de France, un certain nombre d'obédiences avec leur grand maître lance un appel solennel à mobilisation de tous les francs-maçons, frères et sœurs, en affirmant que l'extrême droite est une impasse. Notamment, alors voilà, hier, il y a eu donc ce rassemblement, Michel Maffezoli. On va entendre juste quelques sonores, c'était hier à Paris. Non, ainsi les obsessions antisémites de l'extrême droite. Depuis quelques années, on a trop souvent l'impression de revivre ce même scénario qui fait se rejoindre les extrêmes dans une étrange. Refusons des droits spécifiques uniquement motivés par la revendication. Oui, alors voilà, donc il s'est passé ceci, et vous avez écrit, Michel Maffezoli, je ne vous présente pas, sociologue, universitaire, maître de conférences à la Sorbonne, vous avez écrit un livre remarquable, on en avait parlé d'ailleurs, Le Grand Orient, les lumières sont éteintes, c'est paru chez Guy Trédaniel. Alors, de quoi s'agit-il justement? Là, je pense d'abord, apparemment, on dit les francs-maçons, mais il n'y avait pas toutes les obédiences, loin s'en faut, des maçonniques. Oh, bien sûr. D'ailleurs, c'était une fausse information en disant les obédiences maçonniques. Oui. Il y avait le Grand Orient. Voilà. Il y avait également le droit humain qui est aussi assez proche. Droit humain, loge mixte universelle, voilà. Grande loge mixte de France, voilà. Et grande loge mixte de Memphis, Misraïm. Voilà. Mais dans le fond, c'était des petits affidés du Grand Orient. Hein. Le maître d'œuvre était le Grand Orient et le grand maître du Grand Orient actuellement. Mais on a présenté dans la presse comme c'était les francs-maçons. Non, il n'y avait pas, par exemple, ce qu'on appelle des obédiences importantes. La grande loge, de France n'y était pas, la grande loge nationale de France n'y était pas, le GLAMS qui sont des obédiences conséquentes, l'équivalent à peu près du Grand Orient, n'y était pas. Voilà, donc il y a là encore une espèce de fausse information. Disons, de ce qui se passe régulièrement. Vous avez cité mon livre, et je rappelle dans ce livre que c'est parce que le Grand Orient est devenu politiste, ou un club politique en quelque sorte, qu'il est en train de s'abattardir, voilà. Et il se trouve que il y a cette manifestation auquel vous faisiez référence, je l'ai regardée, mais c'était un peu 50 nuances de gris, si je puis dire, hein, ou de blanc, hein. Il y avait un certain âge et pas les jeunes générations. Voilà, et il y a ça, il faut être attentif au fait que d'une certaine manière, tous les frères, ne s'accordent pas avec cela. Pour tout vous avouer, j'ai reçu une très belle lettre, moi, il y a 4 ou 5 jours, d'un jeune maçon, 24 ans, du Grand Orient, vous voyez, un jeune mec, pour moi, etc., et qui expliquait comment il était scandalisé par ce que vous venez de lire. Hein, c'est-à-dire, il disait, finalement, moi, sur les colonnes, quand j'y vais, c'est la loi du silence, c'est penser à la méditation, c'est penser au symbolique. Et d'ailleurs, la formule qui est employée, qui est une très belle formule, en principe, on laisse les métaux à la porte
porte du temple. Hein. C'est une manière métaphorique de dire tous les problèmes politiques, économiques, tout ça ne sont pas l'objet de ce qui va se passer dans une loge. Mettre les métaux. Il disait en principe, quand je suis rentré, c'est pour laisser les métaux à la porte du temple. Et là, manifestement, ce n'est plus le cas. Voilà, c'est tout. Mais alors, qu'est-ce qui fait, Michel Maffezoli, justement, les rapports des francs-maçons, justement, il ne s'agit pas de mélanger tout le monde et de mettre tout le monde dans le même sac. Mais qu'est-ce qui fait que ce rapport avec la politique a changé, justement? Votre livre, d'ailleurs, s'appelle « Car les lumières sont éteintes ». C'est-à-dire que en quoi les lumières s'éteignent face à la joute politique, au maelstrom politique qu'on vit en ce moment? On peut rappeler d'abord, avant de vous répondre sur le fond, ce qu'on appelle les constitutions d'Anderson, 1721. C'est-à-dire un peu la fondation, les actes fondateurs de la franc-maçonnerie. Alors, j'ai pas pu vérifier ce matin, mais l'article 1 ou 2, je ne m'en souviens plus, dit « On ne parle pas de politique en loge ». Voilà. C'est une règle comme ça. Ah, c'est la règle numéro 1. Un ou deux. Excusez-moi, il faudrait vérifier, mais disons que c'est le 1 ou 2 où c'est explicitement indiqué. De la même manière, on ne parle pas de religion. Voilà, en gros, les deux éléments qui sont indiqués dans ces constitutions d'Anderson. Il faut le rappeler, voilà. Et voilà, il se trouve que régulièrement, on oublie, je dirais, cette règle fondamentale. Et je ne peux que vous citer tout de même un livre ancien de Jean Bello qui s'appelle La Voix substituée, qui est paru en 68, amusant. Et a été réédité il y a un mois chez Derville, La Voix substituée. Et en gros, ce qu'il explique, il montre qu'il y a un travestissement à certains moments de ce qu'est l'essence de la maçonnerie. Alors il cite d'ailleurs les Illuminés de Bavière, les Carbonari, la Commune de Paris, etc. Les dérives, un peu les dérives. Voilà, en gros les dérives. Travestissement d'ailleurs, le terme est un terme intéressant. Une sorte d'apattardissement. Et ce qui est en train de se passer, moi c'est ce que j'ai écrit dans mon livre et ce que constatent un certain nombre de gens, même au sein du Grand Orient, c'est que d'une certaine manière, la tendance politique prend le dessus. C'est un syndicalisme, alors que les partis politiques perdent de l'influence, les syndicats non moins, on voit bien comment, là, toute une série de dignitaires... Vous voulez dire, une certaine franc-maçonnerie se syndicalise, quelque part. Tout à fait, bien évidemment. Et pour tout dire, d'ailleurs, même au Grand Orient, le syndicalisme est à l'ordre du jour. Le grand patron est un syndicaliste notoire, par exemple. Voilà. En soi, il n'y a pas à Guillaume critiquer. Trichard. Voilà, il n'y a rien à critiquer là-dessus, c'est son métier, c'est pas sa profession. Mais je dirais, il applique un peu ces formules, avec d'autres d'ailleurs, c'est pas le seul, à ce qu'est la franc-maçonnerie, qui était en principe, au contraire, quelque chose, j'ai bien dit, purement symbolique, purement spirituel, voire culturel. Vous voyez, il y a un de mes vieux amis décédé maintenant, Bruno Etienne, que vous connaissez peut-être, qui était professeur à Aix-en-Provence, de surcroît maçon au Grand Orient. Islamologue aussi, non? C'est l'islamologue. Oui, en effet aussi, islamologue, connaissant très bien la pensée japonaise. Enfin, c'est un homme d'envergure qui était un de mes amis, était un grand franc-maçon, de surcroît. Maintenant, on peut le dire. Il a écrit 2 ou 3 livres, et en montrant... À l'époque déjà, il y a une une décennie, un peu plus même, c'est au début des années 2000-2003, il disait, je ne sais plus où j'ai une citation, il disait « Ma paroisse, le Grand Orient, est en train de manquer le tournant du siècle, parce qu'elle devient politique, un club politique. » Vous voyez ça? Et on en voit l'expression. Ce qui s'est passé ces derniers jours, cette lettre que vous venez de citer, montre bien en quelque sorte cette espèce de glissement, disons-le simplement, abattardissement. Mais c'est intéressant parce que sous le signe, le communiqué, enfin, c'est appel à un sursaut pour une république fraternelle, et en même temps, attention, la France est entrée dans une phase très inquiétante de son histoire, avec l'imminence du retour de l'extrême droite au pouvoir, et là il rappelle les heures les plus sombres, etc., etc. Mais ce qui est scandaleux en la matière, si vous voulez, j'ai bien dit, donc premièrement ce glissement vers le politique, un club politique d'une certaine manière. Et puis ce qui est une règle d'ailleurs de la maçonnerie, c'était la liberté de penser. Bien sûr. Au Grand Orient, il y a cette phrase de Saint-Exupéry, ta différence, mon frère, loin de me léser, m'enrichit. Vous voyez, il y a une quantité d'expressions. On s'enrichit de nos différences. Je ne sais plus la formule exactement, une belle phrase, qui rendait attentif au fait que, avec la nuance que j'ai indiquée tout à l'heure, pas de politique,
pas de religion au sein du débat que l'on avait, eh bien, il y avait cette espèce de liberté de penser. Là, beaucoup d'amis m'ont indiqué que actuellement, en fonction de ce communiqué que vous venez de dire, ceux qui ne marcheraient pas droit, ceux qui penseraient de travers seraient exclus. Ah oui, carrément. Carrément, vous voyez, donc d'une certaine manière, on n'est plus là du tout dans cette liberté de penser. Mais vous êtes toujours franc-maçon, Michel? Non, j'ai démissionné du Grand Orient. J'ai démissionné. Après combien d'années? Je suis resté 50 ans au Grand Orient. Mais c'était Gilbert Durand qui m'y avait entraîné, c'était Bruno Etienne et quelques amis comme ça. Mais maintenant, il n'y a plus de vrais intellectuels, si vous voulez. Et moi, je me suis battu pour dire les choses comme elles sont. Et puis j'ai vu dans la dernière décennie qu'il n'était plus possible de rester dans l'essence maçonnique, c'est-à-dire cette liberté de penser et pas de marcher droit, encore une fois, une pensée libertaire. Je rappelle que moi je suis influencé par Élisée Reclus, qui était un grand théoricien de l'anarchie, franc-maçon de surcroît, et qui rendait attentif à cette nécessité libertaire, en quelque sorte, qui a été la mienne, et qui reste la mienne. Quand je vous entends, il serait intéressant et même peut-être vital de retrouver les racines de la franc-maçonnerie. Moi je le pense, vous voyez, c'est un peu ce que je dis dans le livre que vous avez cité, puis un autre livre qui s'appelle « La franc-maçonnerie peut-elle réenchanter le monde ?» qui a précédé à celui-là, où je montrais qu'il faut, en quelque sorte, ce qui n'est pas le cas pour certaines obédiences, celles dont nous parlons, voilà, mais qui existent. Moi, je dois vous avouer que il se trouve que je rencontre, ou quelques jeunes gens viennent me voir, étudiants ou autres, j'en ai 3 ou 4 qui sont rentrés en maçonnerie, pas au Grand Orient. Ailleurs. Et quand on sait que moi je suis pas un homme du chiffre, et je suis de ce point de vue pas un très bon sociologue certainement, mais on dit que 65% des jeunes apprentis, c'est-à-dire qui rentrent au Grand Orient, ne se terminent pas l'année. Alors là, en tant que sociologue, c'est instructif, je dirais, une société, quelle qu'elle soit en la matière, où on ne reste pas au bout de quelques mois, ça signifie qu'on n'est plus dans l'essence. Vous voyez, retenez, vous la connaissez par cœur, nous la connaissons tous, cette phrase de Peggy, tout commence en mystique et s'achève en politique. Et quand on dit s'achève au vrai sens du mot, achève. En gros, voilà. Et là, on a cet exemple-là, vous voyez, c'est-à-dire que ce qui était l'essence même de la maçonnerie, alors n'ayons pas peur du mot mystique, c'est-à-dire pensée de fond, qui, dans le fond, prend en jeu toute l'entièreté de l'être, c'est-à-dire la vie spirituelle, la vie culturelle, etc. Dès le moment où on oublie cela, où on devient politique, c'est un achèvement, un abattardissement. Absolument. En tout cas, merci Michel Maffezoli d'avoir remis les points sur les i. Et je n'ai pas dit les 3 points sur le triangle, bien sûr. Merci Michel Maffezoli d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et on va revenir dans un instant pour les perles, les huées, les bravos d'André Berkoff. Tiens, on va parler d'influenceurs et de politique, justement. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.